entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 18h10 à la RPA, on s'excuse pour ce retard dû à un problème technique. Bonsoir et bienvenue au magazine dont voici les principaux titres. Après 4 ans de combat, les politiques du Sénarède se rendent. Ils expliquent que le bras de fer ne sert à rien. Tout à l'heure, vous suivrez le secrétaire exécutif de cette plateforme de l'opposition. Les cas du paludisme à un niveau toujours alarmant. L'organisation onusienne OCHA continue à appuyer sur la sonnette d'alarme malgré la sourde oreille du gouvernement. Et enfin, dans ce magazine, nous vous parlerons du cas de 4 jeunes garçons emmenés au Qatar. Leur famille demande l'aide du gouvernement pour les rapatrier. Inès Kakizet avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Lucie Kabera et Émile Nibasumba. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un cœur sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce mardi à la 8e avenue de la zone Bgiza, commune Mukaza, en mairie de Bujumbura. Ce corps était tout près d'un bistrot communément appelé Nganda Relax. Notre source sur place indique que la victime aurait été étranglée. Certaines sources à Bgiza soulignent également que la victime n'a pas été identifiée. Et Jean-Claude Nizigiyimana, connu sous le surnom de Kiraya, résident au chef-lieu de la commune Gihanga, qui a été grièvement tabassé dans la nuit du samedi 3 juillet, a succombé à ses blessures le matin de ce mardi. Selon des informations en provenance de la famille de la victime, Jean-Claude Nizigiyimana avait été tabassé par des policiers de la position du centre Gihanga sous les ordres du chargé de la logistique, connu sous le prénom de Benjamin. Les mêmes informations font savoir que la famille de feu Jean-Claude Nizigiyimana a porté plainte contre ce policier prénommé Benjamin. Et en page politique, je viens de vous le dire, les politiques réunis au sein du Sénarède de Giteka, y compris ceux qui sont sous mandat d'arrêt, se disent prêts à rentrer au Burundi si le gouvernement en place leur facilite la tâche. C'est ce que déclare le secrétaire exécutif de cette coalition de l'opposition. Anissé Nyonguru demande en revanche au reste des Burundais, aujourd'hui sous statut de réfugiés, de patienter un peu avant de regagner le pays. Quelqu'un qui vous dira la bonne lutte se fait en état d'exil, ça c'est un mensonge. Nous avons beaucoup de membres du Sénarède de Giteka qui sont sous mandat, mais il faut que vous sachiez que dès qu'ils enlèvent, ils peuvent aussi venir affronter cette situation à l'intérieur du Burundi. C'est toujours le leader qui va devant, mais pas la population. Donc, nous regrettons qu'il y ait un demi-million de nos populations qui restent en exil, mais nous leur disons pas de rentrer avant nous. Au cas où nous avons un minimum donc ce qu'on appelle les conditions optimales, nous allons y aller. Et les autres, les populations, vous les journalistes qui êtes encore à l'étranger, vous allez voir comment ça va évoluer et vous allez revenir au Burundi aussi. Anissé Nyonguru sera notre invité avant de clore ce magazine. Et de la politique, enchaînant avec la page droits de l'homme, des familles demandent au gouvernement burundais d'intervenir et de les aider à rapatrier leurs enfants partis au Qatar, soi-disant pour travailler. Ces enfants y mènent une vie précaire car sans emploi et abandonnés à leur sort. Les familles réclament également la poursuite en justice des auteurs des trafics humains au Burundi. Plus de détails c'est avec Hermès Nibandetse. C'est l'une des parentés des enfants envoyés au Qatar. On leur avait dit qu'ils allaient y trouver de l'emploi. Les parents sont dans une angoisse totale. Les familles sont au nombre de 4. Lors du recrutement, une somme de $6,330 américains a été exigée aux parents. Le premier a donné 1 580, le second 1 700, le troisième 1 600 et le quatrième a donné 1 450 selon les différentes correspondances des parents adressées au ministre des Relations extérieures. Pour avoir cet argent, ces parents indiquent qu'ils ont été contraints de s'endetter auprès de leurs voisins. Nous avons été contraints de nous endetter auprès de nos amis pour avoir des visas alors que ce n'était que des magouilles, tout en espérant que des enfants allaient les rembourser. Arrivés au Qatar, ces enfants n'ont pas eu d'emploi.
Actuellement, ils sont privés de toute leur liberté selon un de leurs parents. Dans moins d'une semaine, ils nous ont appelés pour signifier leur état de misère. Le mien m'a téléphoné pour me dire qu'il était dans une situation malheureuse. Il venait d'y passer 3 jours seulement. Il n'avait même pas le droit d'aller prier. Les parents ont par après saisi le ministre burundais des Relations extérieures, Ezekiel Nibigila, pour intervenir sur le cas de leurs enfants. Il les a reçus favorablement. Toutefois, il demande à la justice de faire son travail, surtout que les collecteurs de leur argent sont connus. J'ai de l'espoir que nous allons accueillir nos enfants très prochainement parce que nos cas sont traités par les autorités. Nous demandons plutôt d'accélérer les procédures de rapatriement de nos enfants qui sont aujourd'hui dans des conditions très précaires. Ils n'ont pas le droit d'aller prier. Que la justice fasse son travail pour nous rétablir dans nos droits. Dans ses correspondances adressées au ministre de la Justice et à celui de la Sécurité publique, Ezekiel Nibigila, en charge de la coopération et des relations extérieures, a demandé que les familles de ses enfants soient protégées. Merci Hermès. Nibandetse, interdiction à une famille de regagner son habitation du site des déplacés de la commune Ruhororo par l'autorité communale. Cette famille venait de rentrer du Kenya où elle s'était réfugiée. L'administrateur de Ruhororo argumente qu'un rapatrié ne peut pas retourner dans un site de déplacés. Rachel Kagissier. Melkiade et Noëlla et leurs enfants résidaient dans le site de déplacés de Ruhororo en province Ngozi avant de se réfugier au Kenya, à l'exception d'un seul enfant. Depuis une semaine, cette famille est rentrée au pays, mais l'administratif de la commune Ruhororo lui ont interdit de regagner sa maison, témoigne un voisin. Arrivés dans le pays, ils ont contacté ma mère Tevirukundi, l'administrateur de la commune, pour lui annoncer qu'il venait de se rapatrier. Elle les a ensuite conduits chez Jean-Paul, le responsable du parti CNDD-FDD. C'est de là qu'ils ont appelé le conseiller social Évariste et ils leur ont ordonné de rentrer sur leur colline natale. Ils leur ont expliqué que ce n'était pas logique de rentrer d'exil et de s'installer encore une fois dans un cas de déplacé. Ils ont dit à cette famille qu'en décidant de rentrer d'exil, elle considérait que le pays était paisible. Ils les ont alors empêchés de regagner leur maison se trouvant dans le site des déplacés. Cette famille avait pourtant commencé à rénover sa maison selon son voisin. Dans cette maison, ils y avaient laissé un enfant, mais comme celui-ci était élève, il avait décidé d'aller vivre ailleurs, donc l'ancienne maison semblait inhabitée. Dès son arrivée, cette famille avait commencé à réhabiliter la maison. Aujourd'hui, cette famille était sur le point de s'y installer à nouveau. Pour le moment, la famille est sans abri. La RPA a contacté ma mère Tebirukundi, l'administrateur communal de la commune Ruhororo, mais elle n'a pas décroché son portable. Poursuivons avec ce magazine que vous retrouvez sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, sur la page Facebook ainsi que sur le www.rpa.bi, page éducation à présent. Début ce mardi dans tout le pays de l'examen d'État permettant aux lauréats du secondaire d'accéder à l'enseignement supérieur. Les candidats de cette année sont de la première promotion du système de l'école fondamentale. Peu d'irrégularités ont été observées dans différents centres de passation visités ce premier jour d'examen. Vicky Chris, Neretse. En commune Mouha, il a été prévu 4 centres de passation pour toutes les écoles de la commune. Il s'agit du petit séminaire d'Okanyosha, de l'école internationale, du lycée de la convivialité et du lycée municipal d'Okinindo. Au centre de passation situé au petit séminaire d'Okanyosha, nos reporters ont constaté un grand retard avant le début des examens. Alors qu'il était prévu que les examens débutent à 8h, ce n'est que vers 9h40 qu'ils ont finalement débuté. Un des responsables du centre a révélé à nos reporters qu'ils se sont retrouvés avec un nombre d'élèves supérieur à celui des places initialement prévues. Ce centre devrait accueillir des élèves en provenance de 11 établissements. Parmi d'autres incidents relevés, figure une élève qui a failli rater l'examen pour ne pas s'être coupé les cheveux conformément au règlement scolaire. En commune Mukaza, il y avait 5 centres de passation. Il s'agit du centre situé au lycée du lac Tanganyika, ceux des lycées Skepers, le lycée municipal Rohero, le lycée Notre-Dame de Rohero, ainsi que le centre islamique. Sur presque tous les centres,
les élèves se sont présentés à l'heure. Cependant, il a été enregistré un grand retard de la part des responsables des centres. Merci Vicky Chris. Ninheretse, le ministère de l'Éducation, conseille à ses lauréats de la première promotion du fondamental à penser à se regrouper en association pour mettre en place des projets en attendant d'entamer leurs études universitaires. L'appel a été lancé ce mardi en province Bubanza par Janvier Ndirahisha lors du lancement officiel de cet examen d'État. La ministre de l'Éducation a d'ailleurs profité de cette occasion pour informer les jeunes qu'une banque vient d'être mise en place pour les aider à concrétiser leurs projets de développement. Et de l'éducation, passons à la page santé. Le paludisme prend de plus en plus une ampleur inquiétante au Burundi. Dans les rapports publiés par l'ONG onusienne OCHA, il est démontré que le paludisme a augmenté de plus de 90% depuis le début de l'année 2019, comparativement aux chiffres enregistrés en 2018. Malgré cette menace, le ministère de la Santé publique se réserve toujours de déclarer le paludisme comme une épidémie. Le point c'est avec Janvier Ninina Hatzgui. Au cours de la semaine du 15 au 21 juillet cette année 2019, 152 243 cas, dont 65 décès, ont été signalés dans 39 districts sanitaires sur les 46 que compte le ministère burundais de la Santé publique, précise le rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. OCHA qui signale ainsi une augmentation de 164% du nombre de cas signalés par rapport à la même période pour l'année 2018. Le rapport de l'OCHA ajoute qu'à la 26e semaine de cette année en cours, 34 districts sanitaires ont dépassé le seuil épidémiologique et 9 ont atteint le seuil d'alerte. Selon toujours cette agence onusienne, la malnutrition et le changement climatique sont les principales causes de cette recrudescence du paludisme. Malgré cette situation, le gouvernement du Burundi s'abstient encore de déclarer officiellement le paludisme comme une épidémie, et cela malgré des demandes répétées en ce sens par l'Organisation mondiale de la santé OMS depuis plus de 2 mois. Nous avons essayé de joindre le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida Tadei Ndikumana, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et parlant toujours santé, l'épidémie de choléra est toujours signalée dans certaines zones de la ville de Bujumbura. Pour tenter de contrecarrer cette épidémie, la mairie de Bujumbura a tenté d'adopter certaines mesures d'hygiène. C'est entre autres la fermeture de certaines buvettes et restaurants ne remplissant pas les conditions d'hygiène. Balthazar Miburo. Dans une communiqué de presse du 5 août, le maire de la ville de Bujumbura annonce que 126 personnes sont déjà atteintes par le choléra dans la ville. Freddy Mbonima déclare que, par jour, entre 4 et 5 personnes sont contaminées par le choléra. Les zones les plus touchées sont Kanyosha, Buyenzi, Buterere et Chibitoke. Le maire de la ville de Bujumbura indique que la population est atteinte du choléra à travers la nourriture contaminée par les eaux usées et les excréments humains. De ce fait, le maire de la ville déplore le fait que certains lieux publics continuent de fonctionner alors que les autorités locales les avaient obligés de fermer pour manque de propriété. Par conséquent, le maire de la ville de Bujumbura décide de fermer les bistrots et les restaurants situés autour des marchés si les lieux de stationnement de bus et ceux situés au bord des routes ou proches des caniveaux des eaux usées. En plus de cela, le maire Freddy Mbonima interdit le commerce ambulant de l'eau dans les sachets. En fait, le maire de la ville de Bujumbura demande à la population d'éviter l'utilisation de l'eau des rivières. Signalons que l'hôpital Prince Regent Charles est la seule structure de santé désignée pour traiter les malades du choléra. Merci à toi aussi Balthazar Miburo. Le choléra étant une des maladies des mains sales, le directeur général de la Régie des eaux affirme la pénurie de l'eau dans des quartiers de la mairie de Bujumbura. Siméon Habonimana précise toutefois que la solution sera trouvée dans 2 semaines. En attendant, l'eau sera distribuée dans les quartiers à tour de rôle. C'est une question que nous suivons de très près. C'est dû à une panne technique de l'électricité qui a fait que les pompes soient à l'arrêt. Et quand il y a arrêt, même pendant 30 minutes ou 1 heure,
L'eau prend du temps pour prendre la pression et remonter jusque dans tous les quartiers. Même s'il n'y a pas cette coupure, les quartiers périphériques souffrent réellement du manque d'eau suffisante. Nous avons pris la mesure de faire le rationnement. Surtout pendant cette saison sèche où dans certaines parcelles du centre-ville, les gens gaspillent l'eau en procédant à l'arrosage des jardins, alors que dans les autres quartiers, les gens manquent de l'eau même pour les besoins élémentaires. Nous avons aussi d'autres petits problèmes de filtres à la station de page 2. Nous sommes à l'œuvre pour résoudre tous ces problèmes. Comme vous le savez, la ville s'est agrandie. Les investissements en matière d'infrastructures d'eau potable n'ont pas suivi nécessairement ce rythme. C'est pour cela qu'il y a un certain déficit dans les quartiers périphériques parce qu'ils sont éloignés du centre de production de l'eau potable. Ce que nous conseillons surtout aux habitants de la ville, c'est de prendre l'habitude de faire le stockage d'eau par les citernes, les bidons ou par les moyens apportés de tout un chacun pour que quand il y a rationnement, on puisse continuer à avoir de l'eau sans être touché par le rationnement. Je ne peux pas être très précis, mais je pense que d'ici 2 semaines, le problème devrait être résolu. C'était Siméon Rabonimana, le directeur général de la Régie des eaux. Et dans quelques instants, l'invité du magazine, le secrétaire exécutif du Sénarède, Guy Teka, s'est entretenu avec Josiane Mouzanedza. Monsieur Anissi, vous êtes le secrétaire exécutif de la plateforme Sénarède Guy Teka. Il y a quelques heures, vous avez annoncé que votre plateforme participera aux élections de 2020. Mais il y en a qui s'interrogent sur le pourquoi de ce changement, vu qu'avant, vous prôniez avant tout le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en est issue. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je dirais tout simplement que rien n'a changé. Avant, en 2015, nous disions le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la Constitution de 2005, donc de la Constitution qui en est issue. Nous restons sur cette voie de lutte. Parce que si on reste à l'extérieur et que l'on dit, voilà, nous luttons pour le changement de la loi, vous ne pouvez pas changer une loi étant à l'extérieur de ce pays-là. C'est-à-dire, nous aimerions que le peuple burundais sache que bientôt les choses vont changer et que le peuple burundais vote pour le changement. C'est ça la bonne démarche. Sinon, quelqu'un qui vous dira « je suis à l'extérieur, la bonne lutte se fait en état d'exil », ça c'est un mensonge. Oui, dans toutes les déclarations que vous avez fait avant, vous insistiez sur le fait que les élections devraient se faire après le consensus qui sortirait du dialogue inclusif et que seulement après ce consensus, vous alliez parler de la question des élections. Et aujourd'hui, vous acceptez de participer à ces mêmes élections avant la tenue d'un dialogue inclusif. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de continuer à parler de dialogue ? Quel est le plus que ça pourrait apporter au Burundi après les élections finalement ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation, c'est-à-dire que selon les circonstances et selon les situations, l'homme politique doit savoir s'adapter. Ceux qui ont suivi la lutte de Mandela le savent très bien. Et nous, maintenant, on se dit, si on reste sur une position sur laquelle nous avons peut-être tardé pendant longtemps, mais que notre partenaire en face a une autre position qui neutralise la nôtre, nous disons que ça serait mieux que l'on s'adapte. On s'adapte et on change. Oui, vous parlez de participer dans les prochaines élections, mais paradoxalement, le président du Sénarède, le docteur Jean Minani, a appelé l'année dernière au boycott des élections, notamment en interdisant à tout membre de cette plateforme de participer à la campagne de distribution des cartes d'électeurs. Alors comment espérez-vous gagner ces élections alors que vous n'aurez pratiquement pas d'électeurs, vu qu'ils n'auront pas le droit d'aller voter? Je dis que, par exemple, il y a d'abord beaucoup d'électeurs qui sont proches de l'opposition, qui ont pris la carte par cette oppression qui était là. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas pris la carte d'électeur, spécialement ceux qui sont à l'étranger, ce que
nous pensons qui va peut-être dénouer ce problème, c'est la compréhension du pouvoir de Bujumbura d'organiser des élections crédibles, d'organiser des élections où les hommes politiques qui sont à l'intérieur et à l'extérieur peuvent participer. Et en ce moment, s'ils sont sur cette voie, ils vont ouvrir la réinscription. Oui, ma dernière question, vous disiez avant qu'il ne pourrait pas y avoir d'élections libres tant que des milliers et des milliers de centaines de Burundais seraient toujours en exil dans leur pays d'accueil. Il y a aussi une catégorie de politiciens qui ont des mandats d'arrêt. Est-ce que vous allez leur demander de rentrer au pays et si jamais il y en a qui vous écoutent, est-ce que vous leur garantissez qu'ils seront en sécurité, d'autant plus que la plupart d'entre eux ont fui à cause de leurs convictions politiques et que la plupart ont fui parce que justement ils avaient osé soutenir votre cause? Je dis souvent que le leader politique, c'est celui qui prend le devant. Nous, on ne peut pas dire aux populations qui ont fui le Burundi de rentrer maintenant parce que l'insécurité est toujours là, ceux qui ont fui est toujours là. Mais nous nous disons que si les hommes politiques qui ont le courage de mettre le pied au Burundi et qui ont le courage d'affronter la situation en face comme Ndada l'a fait en quittant le Rwanda, tout en sachant que l'IPRONA d'alors n'allait pas faciliter les choses. Alors nous avons des héros qui ont montré que face à une situation dure, si tu prends le courage, tu peux changer les choses. Mais c'est toujours le leader qui va devant, mais pas la population. Donc, nous regrettons qu'il y ait un demi-million de nos populations qui restent en exil, mais nous leur disons pas de rentrer avant nous pour qu'on voit comment ils soient malmenés. Au cas où nous avons un minimum donc ce qu'on appelle les conditions optimales d'organisation des élections crédibles, la sécurité, l'ouverture de l'espace politique, nous allons y aller et les autres, les populations, vous les journalistes qui étaient encore à l'étranger, vous allez voir comment ça va évoluer et vous allez revenir au Burundi aussi. Donc je reviens sur la question des mandats. D'accord. Pour la question des mandats, le président du SNARED lui-même, Dr Jean Minandi, est sous mandat d'arrêt international, libéré par Bujumbura. Nous avons beaucoup de membres du SNARED d'égalité qui sont sous mandat. Mais il faut que vous sachiez que ces mandats sont des mandats purement et simplement politiques. Ce ne sont pas des mandats à caractère juridique parce que il n'y a pas eu de condamnation de ces personnalités-là. Et dès qu'ils enlèvent ceux qui n'ont pas trop peur, ils peuvent aussi venir affronter cette situation à l'intérieur du Burundi. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. C'est par ton entretien avec Anissé Nyonguru, le secrétaire exécutif de la plateforme Senared Gilitega, que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 6 août 2019. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.